assise dans cette salle d'audience de Tampa, avec des gardes de sécurité se tenant entre moi et mon unique enfant, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Pas de peur, mais de quelque chose de tout à fait différent. C'était le soulagement étrange et lourd d'une bataille que j'évitais depuis des mois et qui éclatait enfin au grand jour. Mon avocate, Maître Roberts, était assise à côté de moi avec ses dossiers bien rangés et son expression calme. Elle m'avait prévenu que cela pourrait arriver, qu'une fois que Brian et sa femme Kelsey réaliseraient ce qu'il y avait vraiment dans ce trust, ils ne pourraient plus cacher le véritable enjeu. Le juge feuilletait des papiers, le son coupant le silence épais. « Nous allons continuer, dit-il d'une voix ferme. Et Monsieur Miller, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je vous ferai expulser de cette procédure. Me comprenez-vous » Brian marmonna quelque chose qui ressemblait à un oui et se laissa retomber sur sa chaise. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. La main de Kelsey était crispée sur son bras. Leur avocat se pencha, chuchotant avec urgence, essayant probablement de sauver la stratégie avec laquelle ils étaient entrés. Cette stratégie avait été simple. Convaincre le juge qu'une vieille femme confuse avait besoin que son fils compétent prenne le relais avant qu'elle ne perde tout. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la vieille femme confuse avait 3 longueurs d'avance sur eux depuis des mois. Je baissai les yeux sur mes mains jointes sur mes genoux. Ses mains avaient équilibré des registres comptables pendant 50 ans. Ses mains avaient signé des chèques, négocié avec des fournisseurs, payé des employés, géré des propriétés. Ses mains avaient bâti quelque chose avec mon mari Hank. Une décision prudente à la fois. Vous devez connaître le moment où j'ai réalisé que mon propre enfant ne me voyait que comme un compte en banque avec un battement de cœur. Je m'appelle Johan Miller. Jusqu'à l'année dernière, je pensais savoir exactement où je me situais dans mon petit coin de Tampa, en Floride. J'avais tort. La salle d'audience semblait froide malgré la chaleur de la Floride à l'extérieur. Le juge lisait des documents, son expression indéchiffrable. Brian me jetait des regards, puis détournait les yeux, comme s'il ne pouvait pas tout à fait me regarder en face, mais ne pouvait s'empêcher de vérifier si j'allais craquer. Je n'allais pas craquer. Maître Roberts m'avait préparé pendant des semaines pour ce moment. Des évaluations médicales prouvant que j'étais plus vif que la plupart des quinquagénaires. Des dossiers financiers montrant des décennies de gestion responsable. Des lettres de voisins, de mon pasteur, de mon gestionnaire immobilier, même de mon facteur, disant tous la même chose. Johan Miller sait exactement ce qu'elle fait. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le document que l'huissier venait de lire pour le procès-verbal. Le trust, la protection que j'avais mise en place après avoir surpris ce que mon fils et sa femme planifiaient. Le juge leva enfin les yeux. « Madame Miller, dit-il, et mon estomac se serra. J'ai examiné les documents préliminaires, mais je veux comprendre quelque chose. Ça y est, pensai-je. Pourquoi avez-vous structuré votre patrimoine de cette manière? Pourquoi exclure votre propre fils comme bénéficiaire? » La salle d'audience devint silencieuse. Même l'huissier semblait retenir son souffle. Je pris une lente inspiration, sentant la présence studieuse de Maître Roberts à côté de moi. C'était la question pour laquelle je m'étais entraîné, celle à laquelle je devais répondre avec soin, honnêtement, sans laisser 50 ans de maternité entraver 50 ans d'une femme qui connaissait sa propre tête. « Votre honneur » commençai-je, ma voix stable malgré le tremblement dans ma poitrine. « Pour répondre à cela, je dois vous parler de mon mari, de notre entreprise, des choix que nous avons faits quand personne ne regardait. » Le juge hocha la tête. « Allez-y, et ainsi, avec mon fils assis à 6 mètres de moi, avec des gardes de sécurité postés entre nous, avec tout ce pourquoi j'avais travaillé en jeu, je commençai à raconter l'histoire de comment j'en étais arrivé là. Mais à cet instant précis, tout ce à quoi je pouvais penser était ce qui allait se passer ensuite. Le juge me croirait-il? Verrait-il au-delà du jeu d'acteur de Brian en fils inquiet pour déceler l'homme désespéré et arrogant en dessous? Comprendrait-il que parfois, se protéger de sa propre famille n'est pas de la cruauté, mais de la survie? Mon mari et moi nous sommes rencontrés lors d'un pique-nique de l'église en 1972. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé d'un programme de gestion d'un community college, et je travaillais comme comptable pour une imprimerie. Hank avait 25 ans, couvert de graisse après avoir réparé le camion de quelqu'un sur le parking, souriant comme s'il venait de résoudre le plus grand puzzle du monde. « Tu es doué avec les chiffres ?» me demanda-t-il, s'essuyant les mains sur un chiffon probablement plus sale que ses mains. « Mieux que la plupart, dis-je. »« Bien. Je suis nul avec ça. » Il me tendit la main. « Hank Miller.
C'est tout. C'est comme ça que ça a commencé. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard lors d'une petite cérémonie dans cette même église. Pas de lune de miel, rien d'extravagant. Hank venait de signer un bail pour un box de garage dans un quartier délabré de Tampa. Et nous investissions chaque dollar pour faire de Miller Auto une véritable entreprise. Au début, Hank travaillait sur les voitures et je m'occupais de tout le reste. J'étais assise dans un bureau d'angle qui n'était en réalité qu'un bureau coincé entre des classeurs et des boîtes de pièces, faisant la comptabilité à la main, les fiches de paie, les factures, les déclarations de revenus. Je suivais chaque centime qui entrait et chaque centime qui sortait. Hank me faisait entièrement confiance. Si tu me dis qu'on peut se le permettre, on peut se le permettre, disait-il. Si tu me dis qu'on ne peut pas, on ne peut pas, c'était aussi simple que ça. J'adorais ça chez lui. Pas de remise en question, pas d'homme m'expliquant comment fonctionnait l'argent. Il connaissait ses moteurs et il savait que je connaissais mes registres. Le garage a grandi lentement. Le bouche-à-oreille a fait savoir que Hank Miller était honnête et faisait du bon travail. Les gens ont commencé à venir de tout le comté. Nous avons embauché notre premier employé, un jeune nommé Danny, qui était excellent avec les transmissions. Puis un autre gars, Ray, qui pouvait diagnostiquer n'importe quoi juste en écoutant le moteur tourner. Au bout de 5 ans de mariage, l'entreprise était solide, ne nous rendant pas riches, mais stable, fiable. Nous avons acheté le bâtiment de notre garage pour ne pas avoir à nous soucier des augmentations de loyer. C'était mon idée. Hank voulait acheter un plus beau camion, mais je lui ai montré les chiffres. Ce bâtiment sera toujours là dans 20 ans, lui ai-je dit. Ce camion sera à la casse. Il a ri et a signé les papiers. À peu près à la même époque, une maison à louer a été mise en vente à 3 pâtés de maison de notre petite maison. C'était un désastre, elle avait besoin de travaux, mais les fondations étaient bonnes. Hank m'a regardé pendant le dîner un soir. Qu'en penses-tu? J'avais déjà fait les calculs. Si on peut les faire baisser à 82 000 $, on peut s'en sortir, mais ce sera serré pendant 1 an. Nous l'avons eu pour 80 000 $. Hank et Danny ont passé leur week-end à la réparer. Nouveau toit, peinture fraîche, plomberie mise à jour. 6 mois plus tard, nous avions un locataire qui payait son loyer chaque mois comme une horloge. Ce premier chèque de loyer semblait magique. De l'argent qui rentrait sans que Hank soit sous une voiture. Je l'ai déposé et j'ai immédiatement ouvert un compte séparé. C'est pour la prochaine, ai-je dit à Hank. La prochaine quoi, demanda-t-il. La prochaine maison. Il a juste secoué la tête en souriant. Tu es vraiment unique, Johanny. Nous avons acheté une autre location 2 ans plus tard, puis une autre 3 ans après ça. Chaque fois, nous économisions, attendions la bonne propriété, l'achetions, la réparions et la mettions en location. Rien d'extravagant, juste de solides maisons en briques dans des quartiers populaires où les gens avaient besoin d'un endroit décent pour élever leurs enfants. Nos amis de l'église pensaient que nous joignions à peine les 2 bouts. Ils voyaient le même camion cabossé que Hank conduisait depuis 15 ans. Ils voyaient notre petite maison avec le porche affaissé et la pelouse qui avait besoin d'être tondue. Ils ne voyaient pas le classeur dans mon bureau à domicile avec les titres de propriété, les contrats de location, la pile croissante de lettres de remboursement d'hypothèque. Nous vivions discrètement. Nous n'avions pas besoin d'étaler notre richesse. Hank aimait ses vieilles guitares et ses parties de pêche avec Ray. J'aimais les bilans qui tombaient juste et savoir que nous construisions quelque chose qui durerait. Nous n'avons eu qu'un seul enfant. Brian est arrivé quand j'avais 30 ans, après des années d'essai. Les médecins avaient dit que cela pourrait ne pas arriver, alors quand c'est arrivé, nous étions aux anges. Brian était un bébé adorable, curieux, observant toujours tout avec ses grands yeux. Quand il était petit, peut-être 4 ou 5 ans, il courait dans le garage avec une petite salopette que Hank lui avait achetée, posant 1 million de questions sur chaque outil, chaque voiture, chaque boulon. Ça sert à quoi, papa? Pourquoi cette pièce bouge? Je peux aider. Hank l'installait avec un seau de chiffon propre et le laissait aider à essuyer les pièces. Brian travaillait si sérieusement, sa petite langue sortant en signe de concentration, tout comme son père. Je pensais à l'époque qu'il grandirait et reprendrait le garage, qu'il apprendrait le métier de A à Z, comme Hank l'avait fait, et qu'un jour ce serait Miller et Fils Auto. Mais quelque part au collège, les choses ont commencé à changer. Brian s'est fait des amis dont les parents étaient médecins et avocats. Il rentrait à la maison en se plaignant que nous ne vivions pas dans le bon quartier, que les maisons de ses amis avaient des piscines et des salles de jeu et pas la sienne.
Il a commencé à demander pourquoi son père travaillait sur de vieilles voitures pourries au lieu de quelque chose de plus chic, quelque chose qui payait mieux. Ton père fait un travail honnête, lui disais-je. Il n'y a rien de mal à ça. Mais on pourrait avoir plus, disait Brian, la frustration dans sa jeune voix. On pourrait vivre dans un meilleur endroit. Ce qu'il ne savait pas, ce que nous ne lui avons jamais dit, c'est que nous aurions pu vivre dans un meilleur endroit. Nous aurions pu acheter une plus grande maison dans un quartier plus chic. Nous aurions pu avoir de nouvelles voitures et prendre des vacances coûteuses. Nous avons choisi de ne pas le faire. Chaque dollar supplémentaire servait à rembourser ses locations. Chaque prime, chaque bon trimestre, chaque remboursement d'impôts était canalisé vers des investissements qui signifieraient quelque chose plus tard. Hank et moi avions grandi dans la pauvreté. Nous avions tous les deux vu nos parents lutter dans leur vieillesse, vivotant avec la sécurité sociale, dépendant de l'aide de leurs enfants. Nous nous étions promis de ne jamais être un fardeau, de construire quelque chose de suffisamment solide pour nous soutenir quoi qu'il arrive. Au moment où Brian a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, nous possédions 4 propriétés locatives en pleine propriété. Le garage était payé. Notre propre maison était sans hypothèque depuis 6 ans. Sur le papier, nous nous en sortions mieux que presque tous ceux que nous connaissions. Mais Brian voyait le vieux camion et la petite maison et supposait que nous nous en sortions tout juste. Il voulait ce qu'il appelait une vie plus grande, une université privée, une plus belle voiture, un avenir qui ne sentait pas l'huile de moteur. Et vous savez qui a payé pour cette vie plus grande? Nous. Quand Brian a été accepté dans une université privée à 3 heures au nord, la bourse qu'il avait obtenue couvrait peut-être la moitié. Hank a refinancé notre maison pour combler la différence. C'est un investissement dans son avenir, dit-il en signant les papiers. Je me souviens d'être assise à notre table de cuisine, le regardant signer, sentant quelque chose se tordre dans mon estomac. Pas du regret exactement, juste une question que je ne pouvais pas tout à fait formuler en mots. Quand Brian a maximisé ses cartes de crédit dans la vingtaine, achetant des choses qu'il ne pouvait pas se permettre pour impressionner des gens qui n'en valaient pas la peine. Nous lui avons fait un chèque. Juste cette fois, dit Hank. Ce n'était pas juste une fois. Quand Brian a rencontré Kelsey, elle était douce au début, polie. Elle m'aidait dans la cuisine après les dîners du dimanche, complimentant ma cuisine, me demandant comment s'était passée ma journée. Je voulais l'aimer. J'ai essayé de l'aimer, mais elle avait des goûts de luxe. Leur mariage devait avoir lieu dans un hôtel au bord de l'eau. La robe devait venir d'une boutique spécifique. Les fleurs devaient être importées. C'est son jour spécial, a dit Brian quand j'ai suggéré de réduire un peu les dépenses. Nous avons payé la majeure partie. Hank a souri pendant tout le temps, dansant avec moi à la réception, me chuchotant à l'oreille. Elle le rend heureux. C'est ce qui compte. L'acompte pour leur maison a été le plus gros chèque que nous ayons jamais fait. 70 000 $ transférés de notre compte d'épargne au leur en un seul clic. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur après, le nouveau solde qui était tellement plus petit qu'il ne l'était 5 minutes auparavant. Hank a posé sa main sur mon épaule. On a toujours les locations, dit-il doucement. On s'en sortira. Et nous nous en sommes sortis. Les revenus locatifs continuaient d'arriver. Le garage continuait de tourner. Nous nous sommes adaptés, mais quelque chose avait changé. Je l'ai remarqué dans la façon dont Brian nous parlait, ou plutôt dans la façon dont il parlait d'argent quand il était avec nous. Toujours une nouvelle urgence, toujours une dépense imprévue, toujours besoin d'un petit coup de pouce pour s'en sortir. Et nous aidions toujours. En y repensant maintenant, je peux voir ce que nous lui apprenions. Nous lui apprenions que nous serions toujours là pour le rattraper quand il tomberait. Que peu importe combien il dépensait ou à quel point il gérait mal ses finances, papa et maman arrangeraient les choses. Nous voulions bien faire. Nous voulions lui donner des chances que nous n'avions jamais eues. Nous voulions aplanir les difficultés pour qu'il puisse construire quelque chose de bien. Ce que nous n'avions pas réalisé, c'est que nous lui apprenions aussi autre chose. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions l'intention de faire. Nous lui apprenions que notre argent était son filet de sécurité, qu'il existait pour lui, pour résoudre ses problèmes, pour financer ses rêves. Nous lui apprenions à nous voir comme une ressource plutôt que comme des personnes. Je ne le comprenais pas encore. Pas entièrement, pas avant bien plus tard, après la mort de Hank et que je me tenais seul dans une maison silencieuse, voyant enfin le schéma pour ce qu'il était. Mais ça, c'est pour plus tard dans l'histoire. Pour l'instant,
dans ces années où Brian était jeune et Hank était vivant et le garage tournait, je croyais encore que nous faisions ce qu'il fallait. Je croyais qu'aimer son enfant signifiait se sacrifier pour lui, l'aider, lui donner tous les avantages possibles. Je croyais que la famille signifiait toujours dire oui. Je ne savais pas encore que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est d'apprendre à dire non. Le changement s'est produit progressivement. De la même manière qu'une saison change sans qu'on s'en rende compte jusqu'à ce qu'un jour on réalise que les feuilles sont parties et que l'hiver est là. La première année de lycée de Brian. Il est rentré contrarié parce qu'un camarade de classe s'était moqué de son déjeuner. Je lui avais préparé la même chose que d'habitude. Un sandwich et des fruits. Rien d'extraordinaire. Mais apparemment, ce garçon dont le père possédait une chaîne de concessionnaires automobiles avait regardé le sac en papier brun de Brian et avait ri. « Pourquoi ne peux-tu pas emballer mon déjeuner dans quelque chose de normal ?» me demanda Brian ce soir-là. Tous les autres ont ces sacs isothermes avec des logos. Je lui en ai acheté un le lendemain. Cela semblait si anodin, mais ce n'était pas anodin. C'était la première fissure dans quelque chose que je n'avais pas réalisé devoir protéger. En première, Brian avait un tout nouveau groupe d'amis. Des enfants dont les parents conduisaient des voitures de luxe pour les chercher à l'école. Des enfants qui partaient en vacances de ski pendant les vacances d'hiver et passaient leurs étés dans des maisons de plage. Ils rentraient à la maison et ses plaintes devenaient plus importantes. « Pourquoi vivons-nous dans ce quartier ?» demanda-t-il un soir au dîner. « Les Harrison vivent à Bayshore. Ils ont une piscine. » Hank leva les yeux de son assiette. « Nous vivons ici parce que c'est payé et c'est chez nous. » « C'est embarrassant, » marmonna Brian. J'ai ressenti ça comme une gifle. Embarrassant. Cette maison où nous l'avions élevé, où Hank lui avait construit une cabane dans le jardin, où je l'avais soigné pour chaque fièvre d'enfance. Embarrassant, Brian, dis-je prudemment. Nous avons fait des choix sur la façon de dépenser notre argent. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Alors pourquoi ne le dépensons-nous pas? Répliqua-t-il. Pourquoi papa travaille-t-il encore sur des camions pourris au lieu de quelque chose de bien? Pourquoi conduisons-nous cette vieille bagnole? Hank posa sa fourchette. Cette vieille bagnole fonctionne parfaitement bien. Et ces camions pourris paient ton école, tes vêtements et le toit au-dessus de ta tête. Brian se recula de la table et partit. J'aurais dû avoir une conversation plus longue avec lui ce soir-là. J'aurais dû lui expliquer ce que nous construisions, pourquoi nous vivions comme nous le faisions, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était juste un adolescent, qu'il comprendrait quand il serait plus âgé. Je lui trouvais déjà des excuses. Quand les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées, Brian avait jeté son dévolu sur une université privée du Nord. Bonne école, excellente réputation, prix absolument exorbitant. Sa bourse couvrait environ la moitié. L'aide financière a un peu aidé, mais il y avait toujours un écart, un grand. Nous nous sommes assis avec lui et avons examiné les chiffres. L'université d'État serait entièrement couverte, dis-je. Tu obtiendrais ton diplôme sans aucune dette. Mais j'ai été accepté à Garrison, dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas seulement un désir, un besoin, comme si toute sa valeur en tant que personne dépendait d'aller dans cette école particulière. Tous mes amis vont dans de bonnes écoles. Je ne peux pas leur dire que je vais à l'université d'État. Hank et moi en avons parlé ce soir-là au lit, dans le noir, là où les conversations difficiles semblent toujours avoir lieu. On pourrait refinancer la maison, dit Hank doucement. Les taux sont corrects en ce moment. On pourrait retirer assez pour couvrir les 4 années. Mon estomac se noie. Hank, on vient juste de finir de payer cette hypothèque il y a 3 ans. Je sais, il fut silencieux un moment, mais c'est notre fils. On ne peut pas laisser l'argent se mettre entre lui et son avenir. C'est le truc quand on est parent. Quelqu'un vous le présente comme ça, comme si vous choisissiez entre l'argent et les rêves de votre enfant. Et soudain, il n'y a qu'un seul choix que vous pouvez faire sans vous sentir comme un monstre. Nous avons refinancé. Hank avait 52 ans, et nous avons contracté une hypothèque qui ne serait pas remboursée avant ses 67 ans. Ce n'est pas grave, n'arrêtait-il pas de dire. Le garage marche bien. Les locations sont solides. On s'en sortira. Nous nous en sommes sortis, mais je remarquais chaque mois quand j'écrivais ce chèque d'hypothèque, de l'argent qui sortait alors qu'il restait avant. De l'argent qui aurait pu aller vers une autre propriété, vers la constitution du coussin que nous avions toujours prévu pour la vieillesse. Brian adorait Garrison.
Il adorait tout. Il appelait à la maison et nous parlait de ses cours, de ses professeurs, des événements de réseautage où il rencontrait des gens qui connaissaient des gens. Il avait l'air heureux. Pendant sa 2e année, Hank a eu sa première crise cardiaque. C'était léger. Le médecin a dit que c'était un avertissement. Il devait ralentir, surveiller son stress, prendre des médicaments. Il était de retour au garage en moins de 2 semaines, contre l'avis du médecin, parce que nous avions des clients qui attendaient et des factures à payer, et maintenant une hypothèque à nouveau. Je l'ai supplié d'embaucher quelqu'un pour l'aider davantage. On peut se le permettre, ai-je dit. On doit se permettre les 2 dernières années de Brian, a-t-il rétorqué. Alors, il a continué à travailler et j'ai continué à faire des chèques. Et Brian continuait d'appeler avec des histoires sur son incroyable expérience universitaire. Après avoir obtenu son diplôme, Brian est retourné à Tampa et a trouvé un emploi dans une agence de marketing. Bon salaire pour un premier emploi, assez pour vivre si on faisait attention. Mais Brian s'était habitué à un certain style de vie à Garrison. Il a loué un appartement dans un beau complexe. A acheté une voiture beaucoup trop chère pour quelqu'un qui débutait. Sortait avec ses amis de l'université quand il venait en ville. 6 mois plus tard, il a appelé pour demander de l'aide. Je suis en retard sur mes cartes de crédit, dit-il, et je pouvais entendre la honte dans sa voix. Juste quelques milliers. Je te rembourserai dès que j'aurai ma prime de fin d'année. Quelques milliers se sont avérés être près de $12 000, répartis sur 4 cartes différentes. Hank a fait le chèque sans sourciller. Juste cette fois, lui dit fermement Hank. Tu coupes ces cartes et tu apprends à vivre selon tes moyens. Je le ferai, papa. Je le promets. Il ne l'a pas fait. 2 ans plus tard, c'est arrivé à nouveau. Excuses différentes, même problème. Cette fois, c'était des factures médicales d'une visite aux urgences que son assurance ne couvrait que partiellement, plus des réparations de voitures imprévues. De plus, il était en retard sur son loyer, aidant un ami en difficulté. Le chiffre était plus élevé. Les explications étaient plus longues. Et une fois de plus, nous avons payé. C'est la dernière fois, ai-je dit en lui tendant le chèque. Brian m'a serré dans ses bras. Je sais, maman. J'ai appris ma leçon. Vraiment. Je voulais le croire. C'est le truc quand on aime quelqu'un. On veut le croire, même quand le schéma dit qu'on ne devrait pas. C'est là que Kelsey est entrée en scène. Brian l'a amenée au dîner du dimanche environ 8 mois après son 2e sauvetage financier. Elle était jolie, bien habillée, polie. Elle travaillait dans la gestion de vente au détail dans une boutique de vêtements et parlait de passer à la gestion régionale un jour. C'est si agréable de vous rencontrer enfin, dit-elle en m'aidant à débarrasser les assiettes après le dîner. Brian parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes la personne la plus intelligente qu'il connaisse en matière d'argent. J'aurais dû le remarquer. La façon dont elle a abordé le sujet de l'argent dès la première conversation, mais j'étais trop occupé à être contente que mon fils ait trouvé quelqu'un qui semblait doux et équilibré. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an avant de se fiancer. La bague que Brian lui a achetée était énorme, bien plus grosse que tout ce que j'aurais choisi, et je savais sans demander qu'il l'avait financée. L'organisation du mariage a commencé immédiatement. Kelsey avait des idées très précises sur ce qu'elle voulait. Un lieu au bord de l'eau, des fleurs importées, une robe d'une boutique à New York qui coûtait plus cher que ma première voiture. C'est son jour spécial, a dit Brian quand j'ai gentiment suggéré de choisir quelque chose d'un peu moins cher. Elle ne va se marier qu'une seule fois. La facture totale de ce mariage aurait pu acheter une autre propriété locative. Hank et moi avons couvert la majeure partie. Leurs familles ont un peu aidé, mais le plus gros est tombé sur nous. Je me souviens d'être à ce mariage, regardant Brian et Kelsey danser, et de sentir ce vide étrange dans ma poitrine. Le lieu était magnifique. Tout était parfait. Mais je n'arrêtais pas de penser au montant sur notre compte d'épargne, le voyant diminuer à chaque choix que nous faisions pour rendre Brian heureux. « Ça va ?» demanda Hank, me tirant près de lui pour une danse. « Je pense juste à l'argent, avouai-je. » Il m'a embrassé sur le front. « On a toujours les locations. On s'en sort, Johanny. » C'est devenu son mantra. On s'en sort. Et nous nous en sortions, techniquement, les revenus locatifs continuaient d'arriver. Le garage rapportait toujours de l'argent. Nous ne luttions pas, mais nous ne construisions plus non plus.
Chaque dollar qui allait autrefois vers l'avenir allait maintenant vers le présent de Brian. Quand Brian et Kelsey ont commencé à chercher une maison, je savais ce qui allait arriver avant même qu'ils ne demandent. Ils voulaient quelque chose dans un bon district scolaire, même s'ils n'avaient pas encore d'enfants. Quelque chose avec de l'espace pour grandir, quelque chose qui impressionnerait les parents de Kelsey lors de leur visite. L'apport dont ils avaient besoin était de 70 000 $. 70 000 $. J'étais assise devant mon ordinateur, le doigt planant au-dessus de la souris sur le point d'autoriser le transfert. Hank se tenait derrière moi, la main sur mon épaule. « Tu es sûr de ça ?» lui ai-je demandé. « C'est notre fils », dit simplement Hank. « Que allons-nous en faire d'autre ?» J'ai cliqué sur transférer et j'ai vu l'argent disparaître de notre compte vers le leur. Brian a appelé 30 minutes plus tard, extatique. « Maman, c'est passé. On a la maison. Merci beaucoup. On vous remboursera. Je le promets. » Vous n'avez pas à nous rembourser, dis-je. Parce que c'est ce qu'on dit quand on est parent. Construisez simplement une belle vie. Après avoir raccroché, je suis resté assise là, à regarder notre solde bancaire. Toujours sain, mais rien à voir avec ce qu'il avait été. Toutes ces années d'épargne prudente, d'investissement prudent, de planification prudente, parties en quelques clics pour financer une vie que mon fils voulait mais ne pouvait pas se permettre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de faire les comptes dans ma tête, chaque chèque que nous avions fait, chaque sauvetage, chaque cadeau, les additionnant dans le noir pendant que Hank ronflait doucement à côté de moi. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Nous n'avions pas aidé Brian à construire une vie. Nous lui avions appris qu'il n'avait pas à le faire. Que quels que soient ses choix, quelle que soit sa mauvaise gestion de l'argent, nous serions là pour arranger les choses. Nous lui avons appris à voir notre épargne comme son filet de sécurité. Et maintenant, allongé dans le noir à 68 ans, avec une hypothèque que nous avions contractée pour financer ses études et un compte d'épargne que nous avions vidé pour financer son style de vie, j'ai enfin compris ce que nous avions fait. Nous lui avons appris que notre argent lui appartenait. Nous ne savions simplement pas qu'il déciderait un jour de le prendre. Hank est décédé un mardi après-midi de mars. J'étais à la maison en train de trier des reçus quand mon téléphone a sonné. Cet erré du garage et quelque chose dans la façon dont il a dit mon nom m'a glacé le sang. « Johan, tu dois venir ici. » C'est Hank. Qu'est-il arrivé? Est-il blessé? La voix de Ray s'est brisée. « Johan, viens, s'il te plaît. » J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, mes mains tremblant sur le volant. Quand je suis arrivé au garage, il y avait une ambulance sur le parking. Les lumières clignotaient encore mais étaient silencieuses. Ce silence m'a tout dit. Ils m'ont laissé le voir. Il était étendu sur le sol en béton à côté d'une Mustang rouge cerise qu'il restaurait depuis 6 mois, son projet préféré. Il avait encore un chiffon à la main, de la graisse sur les doigts. Ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond comme s'il essayait de résoudre un dernier problème. Le secouriste a dit que c'était massif, qu'il n'avait probablement pas beaucoup souffert, que c'était rapide. Ils ont dit ça comme si ça devait me réconforter. Il avait 69 ans. Nous étions censés avoir plus de temps. Les funérailles ont eu lieu un samedi. L'église était bondée. Des clients dont Hank avait réparé les voitures au fil des ans, des jeunes qu'il avait encadrés, des voisins, des amis de 40 ans de vie dans le même petit coin de Tampa. Personne après personne s'est levé et a parlé de quel homme bon il était, combien honnête, combien travailleur. Hank Miller n'a jamais trompé personne, a dit un vieux client. Il vous disait franchement si quelque chose devait être réparé ou si ça pouvait attendre. On ne trouve plus beaucoup ça. Brian a fait un éloge funèbre qui était beau et triste et m'a fait pleurer. Il a parlé d'apprendre à faire la vidange avec son père, de la cabane que Hank lui avait construite, de quel bon père il avait été. J'étais assise là, à l'écouter, et je pensais, oui, c'est qui était Hank. C'est exactement qui il était. Ce à quoi je n'ai pas pensé, ce à quoi je ne pouvais pas me permettre de penser encore, c'était qui j'allais être sans lui. La première semaine après les funérailles a été un tourbillon de plats préparés par les voisins et d'appels de la compagnie d'assurance. La deuxième semaine, les gens ont moins commencé à passer. La troisième semaine, la maison est devenue très silencieuse. Je me réveillais et cherchais le côté du lit de Hank pour le trouver vide. Je préparais du café pour 2 avant de me souvenir que j'étais seul maintenant. Je passais devant le garage et voyais ses outils accrochés aux panneaux perforés,
attendant des mains qui ne les reprendraient jamais. Les gens me disaient que le deuil prend du temps. Ils avaient raison, mais ils ne m'ont pas dit combien les journées seraient longues. Combien d'heures il y a entre le lever et le coucher du soleil quand on est seul avec ses pensées et sa maison vide. J'avais des papiers à régler. Tellement de papiers. Certificat de décès, réclamation d'assurance, l'entreprise à régler. Danny et Ray voulaient acheter Miller Auto. Et après avoir parlé à mon comptable, j'ai accepté de leur vendre. Hank aurait aimé ça, savoir que le garage resterait entre de bonnes mains. La vente a eu lieu environ 6 semaines après la mort de Hank. Ce n'était pas une fortune, mais c'était juste. J'ai déposé le chèque et je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de la banque, pleurant pour des raisons que je ne pouvais pas tout à fait nommer. C'est là que Brian a commencé à venir plus souvent. Au début, j'étais reconnaissante. Il passait après le travail, m'aidait avec les tâches ménagères, s'assurait que je mangeais. C'était comme retrouver mon fils, le gentil garçon qui aidait son père dans le garage. Mais environ 2 mois après les funérailles, quelque chose a changé. Brian est arrivé un dimanche après-midi avec une pile de brochures glacées. Il les a étalées sur ma table de cuisine pendant que je préparais le café. « Maman, Kelsey et moi avons discuté », dit-il en utilisant cette voix douce que les gens utilisent quand ils pensent que vous êtes fragile. « Nous nous inquiétons de te voir traîner seul dans cette vieille maison. » J'ai posé son café et j'ai regardé les brochures. Sunset Garden Senior Living, Tampa Bay Retirement Community, The Spring Piney Assisted Care. Ce sont de très beaux endroits, continua Brian. Ils ont des activités, des plans de repas, des boutons d'appel d'urgence. Tu aurais des gens autour de toi. Tu n'aurais pas à t'inquiéter de l'entretien, du jardinage ou de quoi que ce soit. J'ai pris une autre des brochures. Les gens sur les photos avaient tous l'air heureux, jouant aux cartes et faisant des travaux manuels. Ils avaient aussi tous l'air d'avoir environ 20 ans de plus que moi. Brian, j'ai 72 ans, pas 92. Je n'ai pas besoin de résidence assistée. Pas maintenant, dit-il rapidement. Mais tu devrais commencer à y penser. Cette maison vieillit. Des choses vont avoir besoin d'être réparées. Le jardin est trop grand pour que tu t'en occupes. Je m'occupe de cette maison et de ce jardin depuis 45 ans. Mais tu avais papa à l'époque. Il tendit la main sur la table et posa la sienne sur la mienne. C'est différent maintenant. Tu es seul. Et si quelque chose arrivait? Et si tu tombais et qu'il n'y avait personne ici? J'ai retiré ma main doucement. J'ai des voisins. J'ai un téléphone. Je vais bien, Brian. Il se rassit et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas tout à fait de la frustration, mais presque. D'accord, dit-il lentement. Mais tu devrais au moins y penser. Et maman, nous devons parler de tes finances. Mes finances? La vente du garage? Tes comptes, la maison. Tu gères beaucoup de choses toute seule maintenant. Kelsey et moi en avons parlé et nous pensons que ce serait plus facile si tu nous laissais t'aider. On pourrait s'occuper des factures pour toi. Gérer l'argent pour que tu n'aies pas à stresser. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Brian, je paie nos factures depuis 50 ans. Je pense que je peux gérer une facture d'électricité. Je sais que tu le peux, dit-il, mais son-ton suggérait le contraire. Mais tu es en deuil. Tu ne penses pas clairement. C'est beaucoup de responsabilités et tu ne devrais pas avoir à les porter seul. Voilà. Tu ne penses pas clairement. Je suis triste, dis-je fermement. Ça ne veut pas dire que je suis incompétente. Il leva les mains. Je n'ai pas dit incompétente. J'ai dit que nous voulions aider. C'est ce que fait la famille, maman. On s'entraide. Après son départ, je suis restée assise à cette table de cuisine pendant longtemps, regardant ses brochures. Une partie de moi se demandait s'il avait raison. Peut-être que j'étais têtue. Peut-être que ce serait plus facile de laisser quelqu'un d'autre s'occuper des choses. Mais une plus grande partie de moi, celle qui avait équilibré des livres comptables, négocié avec des banquiers et construit un portefeuille à partir de rien, savait exactement ce que je faisais. Et je n'aimais pas la supposition que le deuil avait en quelque sorte effacé 50 ans de compétences. Les appels téléphoniques ont commencé après ça. Brian appelait tous les quelques jours, toujours avec une version de la même conversation. « As-tu pensé à payer ta taxe foncière, maman? Tu avais l'air confuse quand je t'ai demandé la dernière fois.
Le banquier m'a rappelé. Les taux sont vraiment compliqués en ce moment. Tu pourrais faire une erreur si tu ne fais pas attention. Si quelque chose t'arrivait, les tribunaux bloqueraient tout pendant des mois. Il vaut mieux qu'on s'en occupe maintenant, pendant que tu peux encore signer des papiers. Kelsey intervenait au haut-parleur, sa voix douce, mais avec quelque chose de tranchant en dessous. On s'inquiète juste pour toi, maman. Il y a tellement d'arnaques qui ciblent les personnes âgées de nos jours. Tu as besoin de quelqu'un qui veille sur toi. Ce qui était drôle, c'est que les seules personnes qui me traitaient de confuse étaient celles qui me posaient des questions sur mes comptes bancaires. J'ai commencé à remarquer un schéma. Chaque conversation finissait par tourner autour de l'argent. Combien j'avais? Où était-il? Qui y avait accès? Quels étaient mes projets? Ils ne demandaient jamais comment je dormais ou si j'étais seul ou si je voulais de la compagnie pour le dîner. Juste l'argent. Un soir de fin mai, Brian a appelé alors que je me préparais un sandwich. Et, maman. Je pensais à la maison. As-tu réfléchi à sa valeur actuelle? Le marché est vraiment bon. Tu pourrais vendre et avoir une belle somme d'argent pour la retraite. Je suis à la retraite et c'est ma maison. Je sais, mais pense-y. Tu vends la maison, tu déménages dans une de ces résidences, et tu aurais tout cet argent libéré. On pourrait t'aider à l'investir correctement. Brian, je sais comment investir de l'argent. Bien sûr, mais les choses changent. Il faut rester à jour. Écoute, pourquoi n'ajoutes-tu pas mon nom à tes comptes, juste au cas où quelque chose arriverait? Comme ça, si tu oublies un paiement ou quelque chose, je peux intervenir et aider. Ma main se crispa sur le téléphone. Je n'oublie aucun paiement. Pas encore. Mais papa vient de mourir. Tu es sous beaucoup de stress. Ça pourrait arriver. Après avoir raccroché, je suis resté très immobile dans ma cuisine silencieuse. Le sandwich que je préparais était oublié sur le comptoir. Quelque chose avait changé dans la façon dont Brian me parlait. Ce n'était pas l'inquiétude aimante d'un fils prenant des nouvelles de sa mère. C'était autre chose. C'était de l'impatience. Comme si j'étais un obstacle entre lui et quelque chose qu'il voulait. Au cours des semaines suivantes, les appels ont continué. Les suggestions sont devenues plus insistantes. Vendre la maison. Déménager dans un endroit plus petit. Les laisser gérer l'argent. Signer ceci. Autoriser cela. Toujours présenté comme de l'inquiétude. Toujours enrobé d'amour. Mais en dessous, j'entendais quelque chose de nouveau. Quelque chose qui me serrait l'estomac chaque fois que le téléphone sonnait. J'entendais quelqu'un qui pensait que mon argent était à lui de le gérer. Et j'entendais quelqu'un qui perdait patience en attendant que je le lui remette. L'appel est arrivé un jeudi soir de juin, environ 3 mois après la mort de Hank. J'étais assise dans le salon à faire des mots croisés, une activité que j'avais adoptée pour occuper mon esprit pendant les longues soirées silencieuses. Le téléphone a sonné et j'ai décroché. Allô? Rien, juste un bruit de fond, des voix qui parlaient, mais pas à moi. J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu la voix de Kelsey, claire comme de l'eau de roche. Je te le dis, une fois que tout sera à notre nom, on pourra enfin respirer. La maison seule vaut près de 400 000 $. Et puis il y a tout ce qu'elle a en économie et cette vieille Chevrolet dans le garage. Brian, la voiture de ton père pourrait se vendre pour beaucoup d'argent. Ma main se figea sur le téléphone. Parle moins fort, dit Brian, mais il semblait plus agacé qu'inquiet. Elle pourrait être sur la ligne. Elle ne sait même pas comment vérifier sa messagerie vocale, dit Kelsey avec un petit rire. Elle est probablement assise dans cette maison en ce moment à se demander pourquoi on a appelé. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû claquer le téléphone et prétendre que je n'avais jamais rien entendu, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis juste resté assise là, écoutant mon fils et sa femme planifier comment prendre tout ce que je possédais. On doit insister davantage, continua Kelsey. La faire signer la procuration. Une fois qu'on aura ça, on pourra commencer à liquider. Vendre la maison, la mettre dans un endroit bon marché, et utiliser le reste pour payer nos dettes. Et l'argent du garage, demanda Brian. Ça aussi, tout. Elle n'en a pas besoin. Que va faire une femme de 72 ans avec 400 000 $ en banque? Elle va juste s'asseoir dessus jusqu'à sa mort et ensuite le gouvernement prendra la moitié en impôts. La boutique perd de l'argent à flot, dit Brian doucement.
Si on n'a pas une injection de liquidité bientôt, on va tout perdre. Alors fais en sorte que ça arrive, dit Kelsey. C'est ta mère. Pleure s'il le faut. Dis-lui que tu t'inquiètes qu'elle soit seule. Peu importe ce qui marche. Fais-la juste signer. Je pris une lente inspiration et dis très doucement. Allô. Le silence qui suivit fut si épais que je pouvais le sentir à travers la ligne téléphonique. Maman. La voix de Brian monta de 3 octaves. Tu es là. Je suis là. Plus de silence. Je pouvais presque l'entendre se démener, essayant de comprendre ce que j'avais entendu, l'étendue des dégâts. Je pensais que l'appel était allé sur la messagerie vocale, dit-il finalement. On parlait juste. On parlait de planification successorale, des trucs généraux. Tu sais comment Kelsey s'inquiète. Planification successorale, répétai-je. Oui, juste pour s'assurer que tu as tout en ordre au cas où quelque chose arriverait. C'est responsable. Vraiment. Je vois. Écoute, maman, tu as peut-être entendu des choses hors contexte. On s'inquiète juste pour toi. Avec papa parti, tu es vulnérable. On veut s'assurer que tu es protégé. Protégé. C'était le mot qu'il avait choisi. Je dois y aller, dis-je. Maman, attends. Laisse-moi t'expliquer. J'ai raccroché. Puis je suis resté assise là, dans mon salon, les mots croisés oubliés sur mes genoux, fixant le mur où la photo préférée de Hank était accrochée. C'était de notre 30e anniversaire de mariage. Nous deux, souriant à l'appareil photo, son bras autour de mes épaules. Mes mains se sont mises à trembler. Pas de peur, de quelque chose de plus profond, quelque chose qui a commencé dans ma poitrine et s'est répandu dans tout mon corps comme de l'eau glacée. Il voulait ma maison, mes économies, la voiture que Hank avait restaurée de ses propres mains, la voiture qu'il prévoyait de conduire à sa retraite, la voiture qui sentait encore son odeur quand je m'asseyais au volant. Il voulait tout, et il pensait que j'étais trop vieille et trop stupide pour les en empêcher. Je me suis levé et j'ai traversé la maison, la voyant différemment maintenant. Chaque pièce contenait quelque chose que nous avions construit, acheté ou réparé ensemble. La table de la cuisine où nous avions pris notre petit déjeuner pendant 45 ans. La chambre où nous avions dormi côte à côte, où je ne pouvais toujours pas me résoudre à déplacer ces lunettes de lecture de la table de chevet. Le garage où ses outils étaient accrochés exactement là où il les avait laissés. Ce n'était pas juste une maison d'une valeur de 400 000 $. C'était ma vie, mon histoire, ma maison. Et mon fils la voyait comme un actif à liquider. J'ai pensé à chaque chèque que nous avions fait pour Brian. L'université, les cartes de crédit, le mariage, l'acompte pour la maison. Probablement près de 200 000 $ au fil des ans, peut-être plus. Pas des cadeaux, je réalisais maintenant. Des investissements. Il avait investi dans l'idée que nous lui devions quelque chose, que notre argent était son héritage, et il attendait juste le bon moment pour le récupérer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, mon esprit passant en revue souvenir après souvenir. Brian a 6 ans, m'apportant des pissenlits du jardin comme si c'était des roses. Brian a 16 ans, gêné d'être vu avec nous à l'épicerie. Brian a 25 ans, demandant un autre prêt les larmes aux yeux. Brian a 38 ans, au téléphone avec sa femme, parlant de liquider ma maison. Où l'avais-je perdu? Quand le changement s'était-il produit, de fils à étranger? Ou avais-je simplement été trop aveugle pour le voir jusqu'à maintenant? Vers 3 heures du matin, allongé là dans le noir, j'ai entendu une voix dans ma tête. Ce n'était pas la voix de Hank, même si j'aurais aimé que ce soit le cas. C'était ma propre voix. Calme mais ferme. Ça suffit. 2 mots, c'est tout. Mais ils ont semblé être une porte qui se fermait et une autre qui s'ouvrait. Fini de prétendre que c'était une inquiétude normale. Fini de trouver des excuses pour un comportement qui empirait chaque fois que je le permettais. Fini de sacrifier ce que Hank et moi avions construit pour que Brian puisse résoudre les problèmes qu'il ne cessait de créer. Ça suffit. Je me suis levé alors que le soleil commençait à se lever et je suis allé à la cuisine. Il y avait une vieille boîte d'archives sur l'étagère supérieure du garde-manger, celle où je gardais les documents importants, les titres de propriété, les papiers d'hypothèque, les polices d'assurance, les documents du trust que Hank et moi avions établis des années auparavant. Je l'ai descendu et je l'ai posé sur la table de la cuisine. Pendant 50 ans, j'avais géré de l'argent.
J'avais équilibré des comptes, fait des investissements, mené des négociations. J'avais construit quelque chose de réel à partir de rien. Une décision prudente à la fois. Je n'étais pas confuse. Je n'étais pas incompétente. Je n'étais pas trop vieille pour savoir ce qui se passait. J'étais une femme qui venait d'entendre son fils planifier de la voler. Et j'en avais assez d'avoir peur de l'appeler par son nom. J'ai ouvert la boîte d'archives et j'ai commencé à sortir des papiers. Il devait y avoir quelque chose ici, une protection que Hank et moi avions mise en place. Une façon d'empêcher que ce que nous avions construit ne soit dépouillé par quelqu'un qui me voyait comme un obstacle plutôt que comme une personne. La lumière du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, tombant sur les papiers étalés devant moi. Quelque part dans cette boîte se trouvait la réponse. Je devais juste la trouver. Et ensuite, je devais être assez courageuse pour l'utiliser, car le fils que j'avais élevé avait disparu. Et l'homme qui avait pris sa place venait pour tout ce que j'avais. La seule question maintenant était de savoir si j'avais la force de l'arrêter. J'ai rapproché la boîte d'archives et j'ai continué à chercher. J'avais un rendez-vous chez le médecin le mardi suivant. C'était juste un contrôle de routine, quelque chose que le docteur David Damarin avait programmé avant la mort de Hank. Tension artérielle, analyse de base, les questions habituelles sur ce que je mangeais et comment je dormais. Elle avait ajouté un bilan de deuil après le décès de Hank, me demandant doucement comment je gérais, si je sortais de la maison, si j'avais des gens à qui parler. Je lui ai dit que j'allais bien. Les gens disent toujours qu'ils vont bien. La salle d'attente était plus calme que d'habitude ce matin-là. J'étais assise sur une de ces chaises inconfortables qu'ils ont toujours dans les cabinets médicaux, feuilletant un magazine sans vraiment voir les pages. Mon esprit était toujours sur cet appel téléphonique, sur la voix de Kelsey disant « liquidé », comme si toute ma vie n'était qu'une transaction en attente. C'est là que j'ai vu la brochure. Elle était dans un présentoir sur le mur à côté de brochures sur la gestion du diabète et la prévention des chutes. Jaune vif, impossible à manquer. Le titre disait « Protégez-vous, un guide pour les personnes âgées et leurs familles ». J'ai failli ne pas la prendre, mais quelque chose m'a poussé à la saisir, peut-être juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains en attendant. La première page posait une simple question en gras. Vous sentez-vous sous pression pour signer des documents financiers que vous ne comprenez pas? J'ai continué à lire. Un membre de votre famille vous dit-il que vous êtes trop âgé ou confus pour gérer votre propre argent? Ma poitrine s'est serrée. Quelqu'un a-t-il suggéré de vous faire déménager de votre domicile pour votre propre bien, même si vous êtes capable de vivre de manière indépendante? J'ai tourné la page les mains tremblantes. La brochure l'expliquait en langage clair. Exploitation financière, maltraitance des personnes âgées. Elle décrivait des schémas que j'ai reconnus immédiatement, des enfants adultes qui deviennent soudainement très préoccupés par les finances de leurs parents vieillissants, des pressions pour signer des procurations, des suggestions de vendre des maisons ou de déménager dans des établissements, des accusations de confusion ou d'incompétence sans aucune base médicale, et puis, dans une section qui m'a noué la gorge, elle parlait des requêtes de mise sous tutelle, comment les membres de la famille allaient parfois au tribunal en prétendant que leurs parents ne pouvaient pas gérer leurs propres affaires, cherchant le contrôle légal sur tout ce qu'ils possédaient. J'ai lu cette section 3 fois. La brochure énumérait des signes avant-coureurs, des choses à surveiller, des signaux d'alarme indiquant que quelqu'un pourrait essayer de profiter financièrement d'une personne âgée. Chacun d'entre eux décrivait quelque chose que Brian ou Kelsey avaient dit ou fait au cours des 3 derniers mois. Il y avait un numéro de téléphone au bas de la dernière page. Aide juridique de Tampa Bay, division des droits des aînés, consultation gratuite pour les adultes de plus de 65 ans. J'ai plié la brochure et l'ai mise dans mon sac à main juste au moment où l'infirmière appelait mon nom. Le docteur Danron a pris ma tension artérielle 2 fois parce que la première lecture était trop élevée. Tout va bien, Joanne, demanda-t-elle, inquiète. Votre tension est généralement très stable. Juste stressée, dis-je. À propos de Brian, demanda-t-elle doucement. Elle connaissait notre famille depuis des années. Avait soigné Brian quand il était jeune. J'ai hésité. Puis, avec précaution, j'ai dit, il est très inquiet pour moi depuis la mort de Hank. Très concentré sur mes finances. Quelque chose a changé dans l'expression du docteur Danron. Inquiet comment? Il pense que je devrais vendre la maison, déménager dans un établissement, le laisser gérer mon argent. Elle posa son stéthoscope et me regarda directement. Joanne, avez-vous des difficultés à gérer vos finances? Non. Oubliez-vous de payer des factures? Êtes-vous confuse au sujet de vos comptes?
Jamais. Avez-vous eu des problèmes cognitifs? Des problèmes de mémoire? Des difficultés avec les tâches quotidiennes? Aucun. Elle hocha lentement la tête. Alors pourquoi Brian pense-t-il que vous avez besoin d'aide? C'était la question, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dis-je doucement. Mais je l'ai entendu au téléphone avec sa femme. Il parlait de tout mettre à leur nom, de liquider mes actifs pour payer leurs dettes. La mâchoire du docteur Danron se serra. Johan, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Ce que vous décrivez ressemble à une tentative d'exploitation financière. C'est plus courant que les gens ne le pensent, surtout avec des enfants adultes qui sont eux-mêmes sous pression financière. C'est mon fils, dis-je. Et je détestais à quel point ma voix semblait faible. Je sais, et je sais que cela rend les choses plus difficiles. Elle rapprocha sa chaise. Mais vous êtes l'une de mes patientes les plus vives d'esprit. Votre cognition est excellente. Votre capacité à gérer des tâches complexes est tout à fait intacte. Si quelqu'un suggère le contraire, soit il est mal informé, soit il a un agenda. Après le rendez-vous, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant longtemps, tenant cette brochure jaune. Une partie de moi avait honte. Honte que cela se produise. Honte d'avoir pris une brochure sur la maltraitance des personnes âgées, comme si j'étais une victime sans défense. Honte de même considérer que mon propre fils pourrait essayer de m'exploiter. Mais une autre partie de moi ressentait quelque chose de différent. Un soulagement. Le soulagement qu'il y ait un nom pour ce qui se passait. Le soulagement de ne pas être folle ou paranoïaque. Le soulagement que d'autres personnes aient traversé cela et y aient survécu. Le soulagement de ne pas être seul. J'ai pensé à Hank. S'il était là, que dirait-il? Je pouvais presque entendre sa voix. Johanny, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse en matière d'argent. Fais confiance à ton cerveau. Il avait toujours fait confiance à mon jugement. Ne m'avait jamais remise en question. Ne m'avait jamais suggéré que j'étais trop vieille ou trop confuse pour gérer les choses. Il croyait en moi. Et assise là, dans ce parking, tenant une brochure sur la façon de me protéger de ma propre famille, j'ai réalisé que je devais aussi croire en moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro avant de pouvoir me dissuader. Une femme a répondu à la 3e sonnerie. Aide juridique de Tampa Bay, division des droits des aînés. Je m'appelle Johan Miller, dis-je. Je pense que je dois parler à quelqu'un pour protéger mes biens. 3 jours plus tard, j'étais assise dans un petit bureau du centre-ville, en face d'une femme nommée Amanda Roberts. Elle devait avoir la quarantaine, portait un tailleur professionnel et avait des yeux vifs qui ne manquaient rien. Racontez-moi ce qui se passe, dit-elle simplement. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de la mort de Hank, de l'inquiétude soudaine de Brian pour mes finances, de l'appel téléphonique que j'avais surpris. Je lui ai parlé de la pression pour vendre la maison, signer des documents, le laisser tout gérer. Maître Roberts prenait des notes, son expression neutre mais concentrée. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Madame Miller, je vais être très franche avec vous. Vous êtes en position de force en ce moment. Vous êtes cognitivement intact. Vous avez une longue histoire de compétences financières, et vous n'avez rien signé donnant à votre fils l'accès ou le contrôle. Tout ça, c'est bien. Elle fit une pause. Mais vous êtes aussi à risque. Ce que vous avez entendu suggère que votre fils et sa femme prévoient de demander la mise sous tutelle. C'est une procédure légale où ils demandent à un tribunal de vous déclarer incapable de gérer vos propres affaires. S'ils réussissent, ils obtiennent le contrôle de tout ce que vous possédez. Mon estomac se noie. Peuvent-ils vraiment faire ça? Ils peuvent essayer et parfois ils réussissent, surtout si le parent ne se défend pas. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Vous pouvez vous protéger avant même que ça n'arrive à ce point. Elle sortit un bloc-notes légal et commença à esquisser des options, des trusts, des documents de succession mis à jour, des évaluations médicales, des dossiers financiers, des moyens de renforcer ma position juridique avant que quiconque ne puisse la contester. Pensez-y comme ça, dit-elle. En ce moment, votre fils teste les murs de votre maison, à la recherche de points faibles. Ce que nous devons faire, c'est renforcer ces murs avant qu'il ne commence à les défoncer. Je l'ai écouté parler de trusts révocables, de clauses explicites qui pourraient protéger les biens contre les tentatives de mise sous tutelle prédatrice, de l'importance de documenter ma compétence maintenant, pendant que je contrôlais encore le récit.
Il ne s'agit pas de punir votre fils, Madame Miller, dit Maître Roberts avec précaution. Il s'agit de s'assurer que vous conservez le droit de faire vos propres choix. C'est tout ce que nous protégeons ici, votre autonomie. J'ai pensé à ce mot, autonomie, mon droit de décider pour moi-même. Que dois-je faire, demandai-je. Maître Roberts sourit pour la première fois. D'abord, nous documentons tout. Évaluation médicale, dossier financier, référence de moralité. Nous construisons une trace écrite montrant que vous êtes parfaitement capable. Ensuite, nous mettons à jour votre trust pour inclure des protections contre exactement ce que votre fils planifie. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques semaines si nous agissons rapidement. Pouvez-vous éviter de signer quoi que ce soit que votre fils vous demande de signer entre-temps? Oui, dis-je fermement. Bien. Et Madame Miller, arrêtez de répondre à ses appels concernant l'argent. S'il veut discuter de vos finances, dites-lui de me contacter. C'est à ça que servent les avocats. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je me sentais à nouveau moi-même. Pas une veuve en deuil, pas une vieille femme confuse, pas un problème à gérer. Juste Joan Miller, 72 ans, plus vive que jamais, et fatiguée d'être bousculée. L'évaluation neurologique était prévue pour un mercredi matin fin juin. Maître Roberts m'avait expliqué pourquoi c'était nécessaire. Si votre fils essaie de prétendre que vous êtes incompétente, nous avons besoin d'une preuve irréfutable que vous ne l'êtes pas. La documentation médicale l'emporte toujours sur l'opinion de la famille au tribunal. Je me suis donc retrouvé dans le bureau du docteur Alice Butler, une neurologue que Maître Roberts avait recommandée, passant test après test, rappel de mémoire, reconnaissance de forme, résolution de problèmes, calcul mathématique, suivi d'instructions en plusieurs étapes. Une partie de cela me semblait ridicule, comme si j'étais de retour à l'école. Je vais vous montrer une liste de mots, dit le docteur Butler. Essayez de vous en souvenir du plus grand nombre possible. Pomme, table, courage, 7, rivière. Elle m'a posé d'autres questions, j'ai dessiné une horloge indiquant 3h15, j'ai compté à rebours de 100 par 7, j'ai nommé autant d'animaux que possible en 60 secondes. Après 1 heure de test, elle a posé son porte-bloc et a souri. Madame Miller, je vais être direct avec vous. Vous êtes plus vive que la moitié de mes patients de 50 ans. Votre mémoire est excellente. Votre fonction exécutive est tout à fait intacte. Votre vitesse de traitement est bien supérieure à la moyenne pour votre groupe d'âge. Donc, je ne suis pas confuse, dis-je. Pas le moins du monde. Elle se pencha en avant. Maître Roberts m'a dit pourquoi vous êtes ici. Je vois cela plus souvent que vous ne le pensez. Des membres de la famille prétendent un déclin cognitif alors qu'en réalité, ils veulent dire que la personne âgée ne fera pas ce qu'ils veulent. Elle a signé son rapport d'évaluation d'une main ferme. Si quelqu'un remet en question votre capacité, vous leur montrez ça. Je suis sorti de ce rendez-vous en me sentant validé d'une manière que je n'avais pas réalisé avoir besoin. Pendant des mois, Brian avait semé des graines de doute. Trop vieille, trop confuse, incapable de gérer. Entendre un professionnel de la santé dire de manière définitive que j'allais bien m'a semblé être une permission de me faire à nouveau confiance. Le travail avec Maître Roberts a avancé rapidement après ça. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau 2 fois par semaine, passant en revue chaque aspect de ma vie financière. Elle a examiné les anciens documents du trust que Hank et moi avions créés des années auparavant, ce qui était standard et basique et ne tenait pas compte de ce qui se passait maintenant. C'est bien pour des circonstances normales, dit-elle. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus solide, quelque chose qui vous protège spécifiquement contre les tentatives de mise sous tutelle prédatrice. Elle a expliqué comment nous allions tout restructurer. Le trust familial Miller détiendrait toutes les propriétés locatives et le petit bâtiment commercial sur Fowler Avenue. Ma maison resterait à mon nom, mais avec des instructions spécifiques sur ce qui se passerait si j'avais un jour vraiment besoin de soins. Voici la partie importante, dit Maître Roberts, en pointant une clause qu'elle avait rédigée. Toute personne qui dépose une demande de tutelle ou de curatelle sans cause médicale légitime perd automatiquement tout héritage. Sans exception. J'ai regardé les mots sur la page. Il semblait si dur, si définitif. J'ai l'impression de le punir, dis-je doucement. Maître Roberts posa son stylo et me regarda. Madame Miller, laissez-moi recadrer cela pour vous. En ce moment, votre fils prévoit de vous traîner en justice et de prétendre que vous ne pouvez pas gérer votre propre vie.
Il veut qu'un juge vous prive de votre autonomie, de votre maison, de votre argent, de tout. Et il le fait non pas parce que vous avez besoin d'aide, mais parce qu'il a besoin d'argent. Elle tapota le document. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Vous dites simplement que si quelqu'un essaie de vous exploiter par le biais du système juridique, il ne pourra pas non plus profiter de votre succession. Ce n'est pas cruel. C'est juste. J'y ai longtemps réfléchi. Juste contre cruel, protection contre punition. Et mes petits-enfants ? Demandai-je. Ils sont encore si jeunes. Je ne veux pas qu'ils soient pris au milieu de tout ça. Ils sont protégés, m'a assuré Maître Roberts. Le trust les nomme comme bénéficiaires, peu importe ce que font leurs parents. Ils auront de l'argent pour l'université. Les actions de Brian ne changeront rien à ça. Cela a aidé. Savoir que les enfants iraient bien, que je ne leur faisais pas de mal pour me protéger. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons construit des couches de protection. J'ai assigné la procuration avec soin, non pas à Brian, mais à ma nièce à Atlanta, qui avait toujours été responsable et n'avait aucun intérêt financier dans mes biens. J'ai mis en place des paiements automatiques pour toutes mes factures régulières, afin qu'il n'y ait pas de paiement manqué qui pourrait être utilisé comme preuve de déclin. J'ai organisé tous les dossiers financiers que j'avais, créant une trace écrite qui montrait des décennies de gestion compétente. Maître Roberts a également engagé un détective privé, ce à quoi je ne m'attendais pas. Je dois savoir à quoi nous avons affaire, a-t-elle expliqué. Si votre fils est aussi désespéré financièrement que vous le pensez, il y aura des dossiers. Et si nous nous retrouvons au tribunal, je veux connaître sa motivation avant qu'il n'essaie de la cacher. Le rapport du détective est revenu 10 jours plus tard. Maître Roberts me l'a expliqué dans son bureau, son expression sérieuse. Brian et Kelsey avaient une deuxième hypothèque sur leur maison. 2 véhicules de luxe en leasing avec des paiements qu'ils pouvaient à peine se permettre. La boutique que Kelsey avait ouverte était en faillite, perdant de l'argent chaque mois. Des dettes de cartes de crédit de plus de 60 000 $, réparties sur plusieurs cartes. Il se noie, dit simplement Maître Roberts. Et vous ressemblez à un radeau de sauvetage. Voir tout cela étalé en noir et blanc a provoqué un changement dans ma poitrine. Je savais que Brian avait des difficultés financières, mais c'était pire que ce que j'avais imaginé. C'était du désespoir, et les gens désespérés font des choses désespérées. Est-ce que cela signifie qu'il déposera certainement une demande de tutelle, demandai-je. Je pense que c'est très probable, dit Maître Roberts. Surtout depuis que vous avez cessé de prendre ces appels concernant l'argent. Il sait que quelque chose a changé. Il va probablement intensifier ses actions. Elle avait raison. Ce soir-là, j'étais assise à ma table de cuisine avec tous les documents étalés devant moi, le trust, la procuration, l'évaluation médicale, les lettres de recommandation de mon pasteur, de mon gestionnaire immobilier, de ma voisine Loretta, qui me connaissait depuis 30 ans. Chaque morceau de papier était une brique dans le mur que je construisais entre moi et mon fils. J'ai pensé au petit Brian dans sa petite salopette, courant dans le garage en posant des questions. J'ai pensé à l'adolescent Brian, embarrassé par nous, mais venant toujours au dîner de famille. J'ai pensé à l'adulte Brian, toujours en besoin d'aide, toujours en difficulté, demandant toujours une dernière chance. J'avais aimé toutes ces versions de lui. Mais l'homme à l'autre bout de cet appel téléphonique, celui qui parlait de liquider ma maison comme si c'était juste un actif sur une feuille de calcul, je ne le connaissais pas du tout. Et ce deuil, le deuil de perdre mon fils, non pas à la mort, mais à la cupidité, pesait lourdement sur ma poitrine d'une manière presque pire que de perdre Hank. Au moins, quand Hank est mort, j'avais de bons souvenirs. J'avais 50 ans d'amour, de partenariat et de construction de quelque chose ensemble. Avec Brian, je devais revoir chaque moment et me demander si j'avais manqué les signes. Si j'avais créé cela en aidant trop, en lui apprenant que notre argent existait pour résoudre ses problèmes. Je n'avais pas de réponse à ces questions. Peut-être que je n'en aurais jamais. Mais je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais pas laisser la culpabilité, le deuil ou le fantôme de qui était Brian m'empêcher de protéger ce que Hank et moi avions construit. Le rendez-vous pour signer le trust mis à jour était fixé pour le lundi suivant. Maître Roberts m'a expliqué chaque page, chaque clause, s'assurant que je comprenais exactement ce que je signais. Cela protège vos biens, dit-elle. Cela protège votre autonomie et envoie un message très clair que vous n'êtes pas une cible facile. J'ai signé mon nom sur la dernière page, mes mains stables.
En sortant de son bureau ce jour-là, j'ai ressenti le poids de ce que j'avais fait. Je m'étais légalement protégé de mon propre enfant. J'avais construit des murs entre nous qui étaient conçus pour le tenir à l'écart. Cela semblait nécessaire. Cela semblait responsable. Et cela m'a brisé le cœur. C'était un jeudi matin début juillet quand on a sonné à ma porte. Je venais de me faire un café, debout au comptoir de la cuisine dans ma robe de chambre, regardant les oiseaux à la mangeoire que Hank avait construite des années auparavant. La routine matinale était devenue mon encre. Café, toast, mots croisés, des choses simples qui me rappelaient que la vie était encore normale, toujours la mienne. On a sonné à nouveau, avec plus d'insistance cette fois. Je n'attendais personne. Loretta appelait généralement avant de passer. Le courrier n'arrivait que l'après-midi. J'ai resserré ma robe de chambre et je suis allé à la porte. Un homme en polo et pantalon kaki se tenait sur mon porche, tenant une enveloppe manille. Il avait l'air mal à l'aise, comme les gens qui doivent faire quelque chose de désagréable. « Johan Miller ?» demanda-t-il. « Oui. Vous avez reçu une assignation. » Il m'a tendu l'enveloppe et s'est éloigné avant que je puisse lui demander ce que c'était. Je suis resté là, la tenant, le regardant monter dans une voiture garée au bord du trottoir et partir. L'enveloppe était épaisse, d'aspect officiel. Mon nom et mon adresse étaient tapés sur le devant. Je l'ai emporté à l'intérieur, à la table de la cuisine, et je me suis assise. Mon café refroidissait. J'ai regardé l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. La première page contenait un numéro de dossier et beaucoup de jargon juridique que j'ai dû lire 2 fois pour comprendre, mais les mots-clés ressortaient assez clairement. Requête de mise sous tutelle d'un adulte incapable. Requérant, Brian Miller et Kelsey Miller. Intimé, Johan Miller. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai tourné la page et j'ai commencé à lire les allégations. Chacune était comme un coup de poing à l'estomac. L'intimé présente de la confusion et des pertes de mémoire incompatibles avec une vie autonome. C'était un mensonge. Je n'avais jamais été confuse. J'avais des résultats de tests le prouvant. L'intimé a manqué plusieurs rendez-vous médicaux et n'a pas pris les médicaments prescrits. Un autre mensonge. Je n'avais pas manqué un seul rendez-vous. Je prenais mon médicament pour la tension tous les matins avec le petit déjeuner. L'intimé fait preuve d'habitude de conduite dangereuse et de mauvais jugement. Je conduisais depuis 54 ans sans accident. Mes tarifs d'assurance étaient plus bas que ceux de Brian. L'intimé est devenu de plus en plus isolé et refuse l'aide familiale. Isolé parce que j'avais cessé de répondre aux appels de gens qui voulaient liquider ma maison. L'intimé est incapable de gérer ses affaires financières et risque d'être exploité par des étrangers. L'ironie de cette phrase était si épaisse que j'ai failli rire. Les seules personnes qui essayaient de m'exploiter étaient celles qui avaient rédigé cette requête. J'ai continué à lire, page après page de mensonges habillés en langage juridique. Il me faisait passer pour une femme qui ne se souvenait pas de son propre nom, qui laissait la cuisinière allumée, qui errait confuse et sans défense. Il me faisait passer pour quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé d'elle-même. Et le remède qu'il demandait était le contrôle total. Le contrôle de mes finances, le contrôle de ma situation de vie, le contrôle de mes décisions médicales, le contrôle de tout. J'étais assise là, dans ma cuisine silencieuse, encore en robe de chambre, lisant la déclaration sous serment de mon propre fils selon laquelle j'étais incompétente pour vivre ma propre vie. La trahison m'a frappé par vagues. Non seulement qu'il faisait cela, mais qu'il était prêt à mentir. À mettre des faussetés dans un document légal, à jurer sous serment des choses qu'il savait être fausses. Tout ça pour mettre la main sur l'argent qu'il pensait mériter. Je me suis souvenu de la brochure du bureau du docteur Danron, celle sur l'abus financier envers les personnes âgées. Elle décrivait exactement cela. Des membres de la famille qui demandent la mise sous tutelle non pas parce que leurs parents ont besoin d'aide, mais parce qu'ils veulent le contrôle. Je vivais exactement le scénario dont la brochure m'avait prévenu. Mon téléphone était sur la table. Je l'ai pris et j'ai appelé Maître Roberts. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Johan, ça va ?» « Ils l'ont fait, » dis-je, ma voix semblait étrange, trop calme. « Ils ont déposé une demande de tutelle. Je viens de recevoir l'assignation. J'ai besoin que vous m'apportiez ces papiers immédiatement, dit-elle. Pouvez-vous venir tout de suite? Oui. Bien. Ne parlez pas à Brian. Ne répondez à aucun appel ou message. Apportez-moi tout ce que vous venez de recevoir.
20 minutes plus tard, j'étais assise dans son bureau pendant qu'elle lisait la requête. Son expression se durcissait à chaque page. C'est n'importe quoi, dit-elle finalement. Chaque allégation est soit une distorsion, soit un mensonge pur et simple. Peuvent-ils s'en tirer avec ça? Pas si nous faisons notre travail. Elle posa les papiers et sortit un bloc-notes légal. Voici ce qui se passe ensuite. Ils ont déposé cette requête. Le tribunal fixera une date d'audience. D'ici là, nous préparons notre dossier. Elle commença à faire une liste, son stylo bougeant rapidement. Nous avons votre évaluation médicale montrant que vous êtes parfaitement compétente. Nous avons besoin de lettres de toutes les personnes qui interagissent régulièrement avec vous. Votre médecin, votre gestionnaire immobilier, vos voisins, votre pasteur, quiconque peut témoigner que vous gérez votre vie très bien. Loretta, ma voisine, a déjà proposé, dis-je. Bien. Nous avons également besoin de la documentation de votre gestion financière, des relevés bancaires montrant des transactions régulières et appropriées, des dossiers de vos propriétés locatives montrant que vous prenez des décisions judicieuses, tout ce qui prouve que vous gérez des tâches complexes sans problème. Au cours de la semaine suivante, j'ai rassemblé des preuves comme si je me préparais à la guerre, car c'est ce que c'était. Une guerre pour mon droit d'exister en tant que personne à part entière. Un problème à gérer. Mon gestionnaire immobilier, un homme pragmatique nommé Robert, a écrit une lettre détaillée sur le fait que je n'avais jamais manqué une décision concernant les locations, que j'examinais chaque demande d'entretien, approuvais les réparations de manière réfléchie et tenais des dossiers impeccables. Le docteur Danron a écrit sur ma excellente santé et mon esprit vif. Le docteur Butler a envoyé son évaluation neurologique. Mon pasteur a écrit sur ma participation active au comité de l'église et ma clarté de pensée lors des réunions. Loretta a écrit 3 pages sur les années où nous avions été voisins, sur le fait que je déneigeais encore son allée quand il neigeait, que je lui apportais de la soupe quand elle était malade et que je gérais ma maison sans aucune confusion. Ils essaient de vous faire passer pour une personne sans défense, avait-elle dit en me tendant la lettre. C'est la plus grosse absurdité que j'ai jamais entendue. Maître Roberts a tout rassemblé dans un épais classeur. Dossiers médicaux, relevés financiers, références de moralité, preuves de compétences sous tous les angles. C'est bien, dit-elle lors d'une de nos séances de préparation. C'est vraiment bien. Mais Joanne, j'ai besoin que vous soyez prête pour ce qui se passera au tribunal. Je suis prête. Vous allez devoir faire face à Brian. Vous allez l'entendre répéter ses mensonges devant un juge. Ça va faire mal. Je sais. Et vous ne pouvez pas réagir émotionnellement. Vous devez rester calme, répondre clairement aux questions et laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Nous nous sommes entraînés. Elle me posait des questions comme le ferait l'avocat adverse. Pourquoi avez-vous cessé de prendre les appels de Brian? Pourquoi avez-vous mis à jour votre trust? Pourquoi avez-vous déshérité votre fils? Je me suis entraîné à répondre dans un langage simple et direct. Parce qu'il me mettait la pression. Parce que j'avais besoin de me protéger. Parce que je l'ai surpris en train de planifier de prendre tout ce que je possédais. La vérité, pure et simple. L'audience était fixée pour le 28 juillet, un mardi. Maître Roberts l'a marqué sur son calendrier. Ça y est, dit-elle. C'est là que nous montrerons au tribunal exactement qui vous êtes et exactement ce qu'ils essaient de faire. J'ai complètement cessé de répondre aux appels de Brian. Il laissait des messages vocaux, son ton passant de l'inquiétude à la colère. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. Tu n'as pas besoin d'un avocat. Nous sommes une famille. Puis, quelques jours plus tard, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce qu'on a fait pour toi. C'est comme ça que tu nous remercies? J'ai supprimé chaque message sans l'écouter en entier. Maître Roberts avait raison. S'il voulait parler, il pouvait lui parler. La veille de l'audience, j'ai préparé mes vêtements, un tailleur bleu marine que je portais à des réunions d'affaires il y a des années. Des bijoux simples, des chaussures confortables. Je voulais avoir l'air exactement de ce que j'étais, une femme compétente qui savait ce qu'elle voulait. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain, m'entraînant à dire ce que je dirais si le juge me demandait directement pourquoi j'avais structuré mon patrimoine de cette façon. Votre honneur, j'ai travaillé pendant 50 ans pour construire ce que j'ai. J'ai le droit de le protéger et de décider qui en bénéficiera. Ce n'est pas une punition. C'est la conséquence d'avoir essayé de m'exploiter. Mon reflet me regardait. 72 ans,
cheveux gris, des rides autour des yeux, mais des yeux vifs, clairs, des yeux qui appartenaient à quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était une bataille juridique pour savoir si j'avais le droit de posséder ma propre vie, et j'allais la gagner. Le truc quand on fait face à une bataille, c'est qu'on découvre qui est vraiment de notre côté. 2 jours après avoir reçu l'assignation de mise sous tutelle, Loretta s'est présentée à ma porte avec 2 tasses de café et un air déterminé. « J'ai entendu », dit-elle en passant devant moi pour entrer dans la cuisine comme si elle était chez elle. « Et avant que tu ne me dises que tout va bien ou que tu ne veux pas en parler, je vais t'arrêter tout de suite. On va en parler. » Elle posa les tasses de café et tira une chaise. « Ma sœur a vécu exactement la même chose il y a 5 ans, dit Loretta. Sa fille a essayé d'obtenir la tutelle parce qu'elle voulait vendre l'appartement de ma sœur et la mettre dans une maison de retraite. Tu sais pourquoi? Le mari de la fille avait des dettes de jeu, qu'est-il arrivé, demandai-je. Ma sœur s'est battue. Elle a pris un avocat. Elle a gagné. Et sa fille ne lui a plus parlé depuis. Loretta prit une gorgée de son café. Tu sais ce que ma sœur dit à ce sujet? Elle dit que c'est le meilleur argent qu'elle ait jamais dépensé, parce qu'au moins maintenant, elle vit dans sa propre maison selon ses propres termes, au lieu d'être dans un établissement à regarder sa fille dilapider les économies de sa vie. Elle tendit la main sur la table et serra la mienne. N'ose pas te sentir coupable de te protéger, Joan Miller. Ce que Brian fait est mal. Tu le sais. Je le sais. Et un juge le saura aussi. Cette conversation avec Loretta a ouvert quelque chose. Pendant des semaines, j'avais porté cette honte. Comme si je faisais quelque chose de terrible en refusant de céder tout ce que je possédais. Comme si me protéger faisait de moi une mauvaise mère. Mais les mots de Loretta ont changé cela. Il ne s'agissait pas d'être une mauvaise mère. Il s'agissait de refuser d'être une victime. Au cours de la semaine suivante, les gens se sont manifestés de manière inattendue. Robert, mon gestionnaire immobilier, est passé avec un dossier rempli de demandes d'entretien et d'approbation que j'avais signées au cours des 2 dernières années. Chacune d'entre elles montre un jugement sain, dit-il en les étalant sur ma table de cuisine. Vous n'approuvez jamais quelque chose sans poser de questions. Vous demandez plusieurs devis. Vous prenez des décisions financières intelligentes. Si quelqu'un dit que vous ne pouvez pas gérer une propriété, soit il ment, soit il ne vous connaît pas, mon pasteur, le révérend Williams, est passé un samedi après-midi. Nous nous sommes assis sur mon porche avec du thé glacé, regardant les voitures passer. J'ai réfléchi à ce que vous traversez, dit-il avec précaution. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Établir des limites avec des membres de la famille qui essaient de vous nuire n'est pas méchant. Ce n'est pas anti-chrétien. C'est de la sagesse. Il se tourna pour me regarder. La Bible parle d'honorer ses parents, mais elle parle aussi de protéger les vulnérables de l'exploitation. En ce moment, vous vous protégez. Ce n'est pas seulement acceptable, c'est nécessaire. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. J'ai l'impression de choisir des étrangers plutôt que mon propre fils. Vous ne choisissez pas des étrangers. Vous vous choisissez vous-même. Il y a une différence. Même ma factrice, une jeune femme nommée Deshawn, qui était sur ma tournée depuis 3 ans, a écrit une lettre pour Maître Roberts. Madame Miller sait toujours quand je suis en retard ou quand un colis arrive, a-t-elle écrit. Elle suit son courrier, gère ses factures et m'a même préparé des biscuits à Noël dernier. Elle est plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge. En lisant ces lettres, en voyant ces gens se rallier autour de moi, j'ai senti quelque chose commencer à changer en moi. Pendant des mois, j'avais réagi, défendu, protégé, toujours sur la défensive, répondant toujours à ce que Brian faisait. Mais ces lettres m'ont rappelé quelque chose que j'avais oublié. Je ne me défendais pas seulement. Je défendais la vie que Hank et moi avions construite, la femme que j'avais été pendant 72 ans. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé au salon de coiffure. Pas l'endroit bon marché où j'allais habituellement pour une coupe rapide. Le plus chic du centre commercial. Celui où ils vous lavaient les cheveux à l'eau tiède et prenaient leur temps. Juste une coupe? Demanda la coiffeuse. Et peut-être une couleur, dis-je. Couvrir le gris. Me donner une apparence soignée. Elle sourit. Compris. 2 heures plus tard, je suis sorti avec des cheveux coiffés et colorés d'un brin doux avec juste une pointe d'argent. J'avais l'air d'avoir 10 ans de moins.
Plus important encore, j'avais l'air de quelqu'un qui avait sa vie en main. Cet après-midi-là, j'ai fait autre chose que j'avais évité. Je suis allé au garage et j'ai découvert la voiture de Hank. L'Impala de 1967 était là, sous sa bâche, rouge cerise et brillante, même dans la faible lumière du garage. Hank avait passé des années à la restaurer, travaillant les week-ends, soignant chaque détail. Il avait prévu de la conduire à la retraite, de faire des voyages, de sentir le vent dans ses cheveux. Il n'en a jamais eu l'occasion. J'ai ouvert la portière et je me suis glissé sur le siège du conducteur. Elle sentait encore son odeur. Huile de moteur, allspice et quelque chose d'autre qui était juste Hank. J'ai mis la clé dans le contact et je l'ai tourné. Le moteur a rugi, doux et puissant. Pendant l'heure suivante, j'ai conduit à travers mon quartier, dans les rues que Hank et moi avions l'habitude de parcourir, passant devant l'ancien garage qui était maintenant sous une nouvelle direction. J'ai conduit les fenêtres baissées et la radio éteinte, sentant simplement la voiture répondre à mes mains sur le volant. Brian avait suggéré plus d'une fois que je devrais vendre cette voiture. Elle ne fait que prendre la poussière, avait-il dit. Elle vaut de l'argent. Mais elle ne prenait pas seulement la poussière. C'était une promesse, un rappel que j'avais encore des routes à parcourir, des endroits à visiter, une vie à vivre. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai garée soigneusement dans le garage. Mais je ne l'ai pas recouverte cette fois. Je l'ai laissée prête, en attente. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Brian. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai écouté le message. Sa voix était tendue, en colère. Maman, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Impliquer des avocats, monter tout le monde contre nous. Nous sommes ta famille. Nous essayons de t'aider. Et tu choisis des étrangers plutôt que ton propre fils. Des gens qui ne se soucient même pas de toi. Ils ne veulent que ton argent. Il y a eu une pause. Et quand il a repris la parole, sa voix s'est brisée. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après tout ce que papa aurait voulu, c'est comme ça que tu nous remercies? En nous traitant comme des criminels. Le message s'est terminé. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant cette vieille attraction, l'instinct maternel de réparer les choses, d'aplanir les choses, de tout arranger. Puis j'ai supprimé le message. Brian n'était pas un enfant qui avait besoin d'être protégé. C'était un homme adulte qui avait fait des choix, et ces choix avaient des conséquences. J'en avais assez de m'excuser de me protéger. Le week-end avant l'audience, Maître Roberts m'a appelé à son bureau pour une dernière préparation. Elle a mis en scène un simulacre de procès, jouant le rôle de l'avocat adverse. Madame Miller, n'est-il pas vrai que vous avez cessé de communiquer avec votre fils après la mort de votre mari? J'ai cessé de communiquer après l'avoir surpris en train de planifier de liquider mes biens. Mais vous étiez en deuil. N'auriez-vous pas pu être confuse sur ce que vous avez entendu? Je n'étais pas confuse. J'ai entendu exactement ce qu'ils ont dit. Nous l'avons refait encore et encore. Chaque question possible, chaque angle qu'ils pourraient utiliser pour me faire paraître incompétente ou vindicative. Restez calme, m'a conseillé Maître Roberts. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Contentez-vous d'énoncer les faits. Vous n'êtes pas en procès ici. Si. La veille de l'audience, j'ai préparé mon tailleur bleu marine, je l'ai repassé avec soin, j'ai ciré mes chaussures, j'ai préparé des bijoux simples. Je me suis tenu devant le miroir de ma chambre et je me suis regardé. Vraiment regardé. J'ai vu une femme qui avait construit une vie à partir de rien. Qui avait équilibré des comptes, élevé un enfant, géré des propriétés et survécu à la perte. Une femme qui savait ce qu'elle voulait et n'en avait pas honte. Demain, j'entrerai dans cette salle d'audience et je montrerai à un juge exactement qui j'étais. Pas une vieille femme confuse qui avait besoin d'être gérée, pas un problème à résoudre, juste Joanne Miller, 72 ans, vive, capable, et fatiguée d'être bousculée. La salle d'audience du centre-ville de Tampa était exactement comme je m'en souvenais de cette scène d'ouverture. Silencieuse, à l'exception du bruit des chaussures de l'huissier sur le carrelage. Froide malgré la chaleur de juillet à l'extérieur. Le genre d'endroit où chaque chuchotement ressemblait à un cri. J'étais assise à la table de l'intimé avec Maître Roberts. Mes mains jointes sur mes genoux, essayant de garder ma respiration régulière. De l'autre côté de l'allée, Brian et Kelsey étaient assis avec leur avocat, un homme en costume coûteux, qui avait l'air de faire ce genre de choses tous les jours.
Le juge Reynolds est entré et tout le monde s'est levé. C'était un homme plus âgé, probablement proche de mon âge, avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Il s'est installé dans son fauteuil et a fait signe à tout le monde de s'asseoir. Dans l'affaire Miller contre Miller, dit-il en regardant le rôle. Requête de mise sous tutelle. Maître Dalton, vous pouvez commencer. L'avocat de Brian se leva, boutonnant sa veste. Sa voix était douce. Entraîné. Votre honneur, c'est une affaire difficile pour mes clients. Brian et Kelsey Miller aiment beaucoup la mère de Brian. Ils sont ici aujourd'hui non pas par désir de contrôle ou de gain financier, mais par une préoccupation sincère pour une femme âgée qui peine à se débrouiller seule. J'ai senti Maître Robert se raidir légèrement à côté de moi, mais son visage est resté neutre. Madame Joanne Miller a 72 ans, continua l'avocat. Elle a récemment perdu son mari de près de 50 ans. Elle est isolée, en deuil et prend des décisions qui ne reflètent pas un jugement sain. Mes clients ont essayé à plusieurs reprises de l'aider, de lui offrir leur soutien, mais elle a refusé toute assistance et s'est plutôt entourée de conseillers qui n'ont peut-être pas ses meilleurs intérêts à cœur. Il a dépeint le tableau d'une veuve confuse manipulée par des étrangers. Une femme qui avait besoin que sa famille aimante intervienne avant qu'elle ne se fasse du mal. C'était une bonne performance. Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais pu y croire moi-même. Quand il s'est assis, Maître Robert s'est levé. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement regardé le juge et a parlé clairement. Votre honneur, les preuves montreront que Madame Miller est l'une des personnes les plus compétentes de cette salle d'audience. Elle gère des affaires financières complexes depuis plus de 50 ans. Elle n'a jamais manqué un paiement, jamais omis d'entretenir ses propriétés, jamais montré aucun signe de déclin cognitif. Ce qu'elle a fait, c'est refuser de céder le contrôle de sa vie et de ses biens à des membres de sa famille qui sont profondément endettés et ont un motif financier clair. Brian s'agita sur son siège. La mâchoire de Kelsey se serra. Nous démontrerons, continua Maître Roberts, que cette requête ne vise pas à protéger Madame Miller. Il s'agit d'accéder à son argent pour résoudre les problèmes financiers des requérants, et nous montrerons que Madame Miller a pris des mesures tout à fait appropriées pour se protéger exactement de ce type d'exploitation. Elle s'assit. Le juge hocha la tête et se tourna vers l'huissier. Mettons l'inventaire de l'intimé au procès-verbal. C'était le moment que j'avais à la fois redouté et attendu. Le moment où Brian réaliserait exactement ce qu'il essayait de prendre. L'huissier ouvrit le dossier épais que Maître Roberts avait préparé. Sa voix était posée, professionnelle. Point 1. Résidence principale, maison unifamiliale au 118 Maple Ridge, détenue en pleine propriété, sans hypothèque. Valeur marchande estimée, 385 000 $. J'ai vu les épaules de Brian tressaillir. Dans toute sa planification, il ne m'avait jamais demandé s'il y avait encore une hypothèque. Il avait juste supposé. Point 2. Épargne personnelle et certificat de dépôt détenu à la GF Coast Credit Union. Solde combiné, 423 000 $. La main de Kelsey se resserra sur le bras de Brian. Leur avocat se pencha légèrement en avant, son expression confiante vacillant un peu. L'huissier tourna la page. Je retins mon souffle. Point 3. Le Trust familial Miller, détenant le titre de 9 maisons locatives et d'un petit bâtiment commercial sur Fowler Avenue. Valeur totale estimée, 3 170 000 $. La pièce devint complètement silencieuse. Même l'air semblait s'être arrêté. Les bénéficiaires énumérés sont, continua l'huissier, 3 petits-enfants mineurs, le fonds de bourse d'études de la communauté de Tampa, et 2 employés de longue date de Miller Auto. Il fit une pause et je vis le juge Reynolds se pencher en avant. Les requérants Brian et Kelsey Miller sont expressément exclus en tant qu'héritiers dans toute circonstance impliquant un abus financier présumé envers une personne âgée ou une tutelle contestée. La tête du juge se redressa brusquement, ses yeux se déplaçant du document à la table de Brian. Brian se leva si vite que sa chaise percuta la rampe en bois derrière lui. Exclu comme héritier, sa voix se brisa de fureur et d'incrédulité. Tu as fait passer des étrangers avant ton propre fils. Comment as-tu pu nous cacher ça? Monsieur Miller, prévint le juge Reynolds, son ton sec. Mais Brian n'écoutait pas. Son visage était devenu rouge foncé, ses mains serrées en poing. Tu es assise sur 3 millions de $, et tu nous as laissé nous débattre. On t'a regardé nous noyer pendant que tu amassais de l'argent commun. Un dragon assis sur de l'or. Et maintenant,
tu fais ça pour nous punir après tout ce qu'on a fait pour toi. Monsieur Miller, asseyez-vous, dit fermement le juge. Après la mort de papa, qui s'est tué au travail pour te donner tout ce que tu voulais, continua Brian, sa voix s'élevant. Après qu'on se soit occupé de toi, qu'on t'ait rendu visite, qu'on ait essayé de t'aider à gérer avant que tu ne perdes tout à cause d'arnaqueurs. C'est comme ça que tu nous remercies. Arrêtez immédiatement, aboya le juge Reynolds, sa voix coupant la salle d'audience comme une lame. Il se tourna vers l'huissier sans quitter Brian des yeux. Faites entrer la sécurité maintenant. 2 agents entrèrent par la porte latérale. Ils se déplacèrent entre les tables, leur présence remplissant la pièce d'un poids soudain. Brian sembla enfin réaliser ce qu'il avait fait. Il se laissa retomber sur sa chaise, la poitrine haletante, son avocat lui agrippant le bras et chuchotant avec urgence. Kelsey avait l'air d'être sur le point d'être malade. Toute couleur avait quitté son visage. Le juge feuilleta des papiers, le son fort dans le silence tendu. Quand il reprit la parole, sa voix était froide. Nous allons continuer, et monsieur Miller, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je vous ferai expulser de cette procédure. Me comprenez-vous? Oui, votre honneur, marmonna Brian. Le juge Reynolds se tourna vers maître Roberts. Conseillère, expliquez-moi ce trust. Maître Roberts se leva, calme comme toujours. Votre honneur, Madame Miller et son défunt mari ont bâti leurs biens au fil des décennies grâce à un travail acharné et une gestion financière prudente. Ils ont créé le trust familial Miller il y a des années. Après le décès de M. Miller, Madame Miller a mis à jour le trust pour y ajouter des protections contre exactement ce type de requête. Elle désigna la pile de documents. Chaque bien de cette liste est documenté. Chaque estimation est indépendante et récente. Les requérants prétendent s'inquiéter du bien-être de leur mère, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle possédait réellement jusqu'à cet instant. Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur leur niveau d'implication dans sa vie. Objection, dit l'avocat de Brian en se levant rapidement. Spéculation sur les motifs de mon client. Rejeté, dit le juge. Je peux tirer mes propres conclusions, et je commence à m'en forger quelques-unes. Maître Roberts ne sourit pas, mais je vis ses épaules se détendre légèrement. Le juge se tourna vers moi. Madame Miller, j'ai lu les rapports de vos médecins. J'ai examiné vos dossiers financiers. J'ai vu les lettres de votre communauté, mais je veux vous entendre directement. Pourquoi avez-vous structuré vos affaires de cette manière? Ma bouche était sèche. Ça y est. Le moment pour lequel je m'étais entraîné. Je me levai, sentant la présence studieuse de maître Roberts à côté de moi. Votre honneur, mon mari et moi avons grandi dans la pauvreté. Il travaillait sur des voitures. Je faisais la comptabilité. Nous n'avions pas grand-chose, mais ce que nous avions, nous en prenions soin. En 50 ans, nous avons acheté ces propriétés locatives une par une pour ne jamais être un fardeau dans notre vieillesse. Nous avons créé le trust pour nous assurer que tout serait clair et protégé. Ma voix était stable, plus forte que je ne l'avais prévu. J'ai aidé mon fils de nombreuses fois au fil des ans, j'ai payé ses études, je l'ai sorti de ses dettes 2 fois, je lui ai donné de l'argent pour son mariage et sa maison. Je l'ai fait avec plaisir parce que je l'aimais. Je pris une inspiration. Mais après la mort de mon mari, les seules conversations que j'ai eues avec mon fils concernaient mon argent, où je vivrais, qui contrôlerait quoi. Quand je l'ai surpris par hasard, lui et sa femme, en train de parler de tout mettre à leur nom pour pouvoir le liquider et payer leurs dettes, j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient plus comme une personne, mais juste comme un problème à gérer et une source d'argent. Je regardais directement le juge. Alors, je suis allé voir un avocat. J'ai obtenu des évaluations médicales. J'ai pris des décisions pour me protéger et m'assurer que mes petits-enfants pourraient aller à l'université un jour. Pour remercier les hommes qui ont travaillé pour mon mari pendant 30 ans. Pour aider les enfants de cette ville qui en ont besoin. C'est à ça que sert ce trust, pas à punir mon fils, mais à me protéger et à honorer ce que mon mari et moi avons construit. Merci, Madame Miller, dit le juge. Vous pouvez vous asseoir. Maître Roberts appela le docteur Butler, qui témoigna de mon excellente fonction cognitive. Robert, mon gestionnaire immobilier, expliqua comment j'avais géré 9 propriétés sans une seule erreur. Le docteur Danron confirma que je n'avais aucun problème médical qui pourrait altérer mon jugement. L'avocat de Brian essaya de trouver des failles, mais il n'y en avait pas. Finalement, le juge Reynolds se renversa dans son fauteuil.
La pièce devint silencieuse. Voici ce que je vois, dit-il. Madame Miller est compétente, organisée et a une histoire démontrée de gestion financière saine. Elle s'est entourée de professionnels. Elle a documenté ses décisions. Ses médecins ne voient aucun déclin cognitif. Il tourna son attention vers Brian et Kelsey. Les requérants, d'autre part, n'ont offert aucune preuve médicale. Ils semblent être financièrement très mal en point. Ils ne connaissaient pas l'étendue des biens de Madame Miller, mais ils demandent à ce tribunal de leur en confier le contrôle total. Et lorsqu'ils sont confrontés à un trust qui ne les favorise pas, la réaction de Monsieur Miller n'est pas l'inquiétude pour sa mère. C'est l'indignation d'être exclu en tant qu'héritier. Il se pencha en avant. Cela me dit exactement de quoi il s'agit dans cette requête. Kelsey émit un petit son étranglé. Leur avocat posa les deux mains à plat sur la table. La requête de mise sous tutelle est rejetée, dit clairement le juge Reynolds, rejetée avec préjudice. Vous ne pouvez pas présenter à nouveau cette affaire pour les mêmes motifs. La tête de Brian se redressa, ses yeux écarquillés. De plus, j'ordonne aux requérants de payer les frais de justice de Madame Miller liés à cette affaire. Et je transmets ce dossier aux autorités compétentes pour examen en tant que potentiel abus financier envers une personne âgée. Le marteau tomba. Et voilà, c'était fini. J'ai senti la main de Maître Roberts sur mon bras. Mes jambes étaient instables, mais j'étais debout. J'étais toujours debout. Et j'étais libre. Sortir de cette salle d'audience était surréaliste. Le couloir sentait le nettoyant pour sol et le vieux café. Les gens passaient à côté de nous. Des avocats avec des mallettes, des familles attendant que leurs affaires soient appelées. Une affaire normale d'un mardi après-midi dans un palais de justice du centre-ville. Mais pour moi, tout avait changé. Maître Roberts me toucha doucement le coude. Vous avez été magnifique là-dedans. C'est vraiment fini? La partie de la tutelle, oui. L'enquête ordonnée par le juge prendra du temps, mais ce n'est plus votre problème. C'est le leur. Je regardais en arrière vers les portes de la salle d'audience. Brian et Kelsey n'étaient pas encore sortis. Une partie de moi se demandait ce qu'ils se disaient, ce que leur avocat leur disait sur la suite. La plupart de moi s'en fichait. Rentrez chez vous, dit Maître Roberts. Faites-vous un thé. Respirez. Peut-être que vous pourriez sortir cet impala pour une balade. J'ai souri pour la première fois de la journée. Vous êtes au courant pour la voiture. Je sais tout de vous, Joanne. C'est mon travail. Elle me serra le bras. Vous irez bien. Mieux que bien. Vous serez libre. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, prenant le long chemin à travers les quartiers où Hank et moi nous promenions. Le ciel était de cette nuance de bleu particulière qu'on ne trouve que les étés en Floride, vif et clair. Quand je me suis garé dans mon allée, je suis resté un moment dans la voiture, regardant simplement ma maison. Ma maison, toujours la mienne, toujours sous mon contrôle. À l'intérieur, j'ai fait du thé comme Maître Roberts l'avait suggéré. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais lu cette requête de mise sous tutelle des semaines auparavant, et je me suis laissé ressentir tout ce que j'avais retenu. Le soulagement, l'épuisement, le deuil de la relation avec Brian qui était probablement parti pour toujours. La fierté de m'être défendu, la tristesse que cela en soit arrivé là. Tout cela m'a submergé par vagues pendant que mon thé refroidissait. Ce soir-là, je suis allé au garage et j'ai découvert l'Impala. La peinture rouge cerise brillait sous la lumière du plafonnier. Je suis monté, j'ai démarré le moteur, et je suis resté assise là un moment, l'écoutant ronronner. Puis j'ai reculé hors du garage et j'ai conduit. J'ai dépassé l'ancien garage où Hank avait passé tant d'années. Passé l'église où nous nous étions mariés, passé la première maison de location que nous avions achetée, toujours debout et solide avec une jeune famille y vivant maintenant. J'ai conduit les fenêtres baissées et la radio diffusant des vieux succès, sentant l'air d'été sur mon visage. Cette voiture était censée être le rêve de retraite de Hank. Il n'a jamais eu l'occasion de le vivre, mais je le pouvais. J'étais toujours là, toujours capable, j'avais encore des routes à parcourir. Quand je suis rentré à la maison, le soleil se couchait. J'ai garé la voiture dans l'allée au lieu du garage. Que les voisins la voient. Que Brian passe et la voie s'il le voulait. Cette voiture n'allait nulle part. Moi non plus. Au cours des jours suivants, j'ai attendu d'avoir des nouvelles de Brian. Des excuses, peut-être. Une explication. Quelque chose.
Rien n'est venu. Une semaine après l'audience, Kelsey a envoyé un seul message texte. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai supprimé sans répondre. La vérité, c'est que je n'avais rien détruit. J'avais simplement refusé d'être détruite. Il y a une différence. J'ai rencontré Maître Roberts une dernière fois pour m'assurer que tout était bien ficelé. Le trust est solide, dit-elle en me guidant à travers les derniers documents. Vos petits-enfants sont protégés. Quand ils auront 18 ans, ils auront chacun de l'argent pour l'université que leurs parents ne pourront pas toucher. Le fonds de bourse d'études aidera les enfants de Tampa pendant des années. Et Danny et Ray du garage recevront ce qu'ils méritent pour toutes ces années de travail loyal. Et Brian, demandai-je. Il n'est pas complètement déshérité. Si quelque chose vous arrivait demain de cause naturelle, il hériterait toujours de la maison et de vos économies personnelles. Mais les actifs du trust, le gros argent, ça, c'est verrouillé avec les protections que nous avons intégrées. J'ai hoché la tête. Cela semblait juste. Dur peut-être, mais juste. Qu'en est-il de l'enquête? C'est hors de nos mains maintenant. Les autorités examineront la requête, examineront les circonstances, détermineront si des poursuites sont appropriées. Mais Joanne, ce n'est pas votre fardeau à porter. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Le reste dépend d'eux. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que depuis des mois. À la maison, j'ai commencé à faire des choses que j'avais remises à plus tard. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque. J'ai commencé à faire des promenades matinales avec Loretta. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre communautaire. J'ai même prévu un petit voyage. Rien d'extravagant, juste un long week-end à Savannah pour voir les maisons historiques et bien manger. Hank et moi avions toujours parlé d'y aller, mais nous n'avions jamais pris le temps. Je prenais le temps maintenant. Ma relation avec les enfants de Brian était compliquée. Ils étaient jeunes, 7, 9 et 11 ans. Assez grands pour savoir que quelque chose s'était passé, mais trop jeunes pour comprendre les détails. Je leur envoyais des cartes d'anniversaire avec des chèques à l'intérieur. Je ne savais pas si Brian les encaissait ou les jetait, mais je continuais à les envoyer. Ils étaient innocents dans tout cela, et je voulais qu'ils sachent que leur grand-mère ne les avait pas oubliés. Peut-être qu'un jour, quand ils seraient plus âgés, ils poseraient des questions. Peut-être qu'ils voudraient entendre ma version de l'histoire. Peut-être pas. J'avais fait la paix avec l'incertitude. Ce que je savais, c'était ceci. J'avais 72 ans. J'avais passé 50 ans à construire une vie avec un homme bon. J'avais élevé un fils qui s'était transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'avais survécu au deuil, à la trahison et à une bataille juridique qui avait tenté de me priver de tout. Et j'étais toujours debout, toujours vive, toujours capable, vivant toujours dans ma propre maison selon mes propres termes. Les gens me demandent parfois si je regrette la tournure des événements. Si j'aurais préféré donner à Brian ce qu'il voulait pour maintenir la paix. La réponse est non. Ce qu'il voulait, ce n'était pas la paix. C'était la reddition. Il voulait que je lui cède mon autonomie, ma maison, ma sécurité. Tout ce pourquoi Hank et moi avions travaillé, pour qu'il puisse résoudre les problèmes qu'il avait créés. Et je ne pouvais pas faire ça. Pas pour lui, pas pour personne. Ma vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi, n'a pas été une confrontation dramatique. Ce n'était pas une humiliation publique ou des tours intelligents. C'était de la paperasse. C'était dire calmement et clairement, non, c'est à moi. C'est moi qui décide. C'était reprendre le récit de ma propre vie. Le jour où cet huissier alluma ma liste au tribunal, mon fils pensait qu'il me regardait tout perdre. Au lieu de cela, il m'a regardé reprendre ma vie en main. Si cette histoire vous touche de près, si vous avez subi la pression d'une famille qui pense que votre âge vous rend vulnérable, je veux que vous entendiez ceci. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de dire non, même à vos propres enfants. Vous avez le droit de faire passer votre paix, votre dignité et votre sécurité durement gagnée avant le confort de quiconque. Vieillir ne vous rend pas incompétent. Cela vous rend expérimenté. Et cette expérience mérite d'être protégée. Alors, où que vous soyez en ce moment, regardant ceci depuis votre cuisine, votre salon ou votre téléphone en attendant quelque part, laissez un commentaire. Racontez votre histoire si vous vous sentez à l'aise de la partager. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui subit des pressions,
qui est poussé ou à qui on dit qu'il est trop vieux pour prendre ses propres décisions, partagez ceci avec eux. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires comme la mienne. Parce que je ne suis pas la seule femme de mon âge qui a refusé de disparaître tranquillement. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours vives. Et nous nous battons toujours pour le droit de vivre nos propres vies. Le lendemain de l'audience, je me suis réveillé dans mon propre lit, dans ma propre maison, avec mes propres choix devant moi. Et cela, plus que toute autre chose, ressemblait à une victoire.